C'est parti. Bonjour. 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 Je suis Saïlar. Grégory Bossard. Marine Mutis. Marie-France Maisonneuve. Mallory Clément. Étienne Artreux. Je suis psychologue clinicien, enseignant-chercheur en psychologie à l'Université de Lorraine et je travaille dans le domaine de la psychologie du paranormal. Je suis auteur de 2 romans, le premier La mer à côté et le deuxième Saturation. À la base, je suis éducateur spécialisé et j'ai un diplôme de chef de service éducatif. Je suis médium depuis l'enfance. Je suis journaliste à la base et j'écris beaucoup sur des faits divers et des affaires criminelles. J'écris aussi pour des podcasts et à côté j'écris des livres. C'est la raison de ma venue ici au Festival des Anomalies. Alors moi je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute psychanalytique. Je m'intéresse aux hantises, aux apparitions, aux poltergeists. La cryptozoologie, notamment la pratique de la cryptozoologie en France. Alors moi je travaille beaucoup sur les phénomènes de guérison à distance, donc tout ce qui est guérisseur énergétique, qu'on peut considérer aussi comme des anomalies, notamment tout ce qui est barreur de feu. Et sur un sujet très particulier qui est celui des phone call from the dead, c'est le nom, l'appellation américaine sur ce phénomène. En français, on pourrait le traduire par des coups de fil de l'au-delà. Et j'ai orienté ma thèse sur le sujet de la lucidité terminale. Moi, je m'intéresse principalement donc, à ce qui ressort de la mémoire infantile et plus que ça, de la mémoire périnatale et prénatale. Je me suis intéressée à cette anomalie particulière pour mon livre parce qu'on m'a raconté une histoire dans une toute petite commune de la Marne, un fait divers qui s'y passait. Dans un EHPAD, des aides-soignantes voyaient, à ce qu'on m'a dit, des fantômes de petites filles. Et il se trouve que j'ai un petit peu enquêté et que dans cette même commune, en 1978, 2 sœurs ont trouvé la mort dans un étang. Et c'est pour ça que je me suis intéressée à la présence de ces fantômes dans cet établissement, dans cet EHPAD. Et donc je suis allée sur place enquêter. J'ai envie de dire que ça me paraît assez naturel en tant que psychologue de s'intéresser aux anomalies parce que c'est des manifestations psychiques que vivent énormément de personnes qui peuvent être très mal vécues et je pense que la place du psychologue elle est double, elle est à la fois d'écouter, d'accompagner mais de proposer aussi des espaces de pensée et de construire autour de ces expériences-là, une certaine compréhension, en tout cas de leur donner une place. Ouais. Mais disons que c'est ça, il faut être un petit peu curieux pour s'y intéresser, il ne faut pas se mettre trop de barrières, il faut essayer de vivre avec le dérangement que ça occasionne et savoir transformer ce dérangement aussi en expérience de vie et en occasion d'évoluer peut-être au niveau développement personnel. Mais pas que pour soi-même, pour trouver un équilibre avec, un équilibre global qui se mette en place avec la prise de conscience qu'on fait partie d'un tout. Alors, voilà, moi je me sens comme faisant partie d'un tout et je crois que comme un petit grain de sable qui fait partie de la plage. Et la plage, elle existe grâce à tous les petits grains de sable. Chacun à sa place. Je m'intéresse aux anomalies parce que c'est des choses qui peuvent être très concrètes tout en n'étant pas forcément explicables et que j'adore le fait de dire on n'est pas obligé de tout expliquer dans la vie, on peut simplement constater qu'il y a des choses qui se passent. Et moi j'ai rencontré Gustave Courbet au travers de la couverture d'un livre quand j'étais jeune et pour moi ça a vraiment été une rencontre. Donc quelque part son fantôme avant d'être dans le roman il est dans ma vie depuis de nombreuses années. Alors, je m'intéresse aux anomalies depuis que je suis petit. J'ai grandi avec la génération des années 2000 sur Internet, où je me suis beaucoup intéressé aux légendes urbaines, aux faits mystérieux, avec cette envie de comprendre. Et après, avec les années, je suis notamment passé par pas mal de livres. Et je dirais que s'il faut donner une influence, je suis... on va dire un sceptique du mouvement fortéen. Charles Fort, c'était un homme écrivain du 19e siècle qui s'est mis à collecter ce qu'il appelait les damnés de la science. Il a écrit notamment le livre des damnés et selon lui, les damnés de la science, ce sont les anomalies. Alors, je m'intéresse aux anomalies tout simplement parce que je suis
aujourd'hui certain, alors c'est dur de dire que je suis certain, mais que ces anomalies, il y en a bien plus qu'on ne pense. Et là, je pense à mon ami Laurent-Jacques Costa, qui a travaillé au CNRS, l'acolyte de Philippe Ferrer. Et honnêtement, j'aime beaucoup son approche parce qu'il y a en fait beaucoup d'anomalies. Et on s'est toujours objectivé à aller dans le même sens et en mettant de côté ces anomalies dans l'étude scientifique. Or, aujourd'hui, il semble que ces anomalies soient bien plus nombreuses que ce qu'on pense et il est important aujourd'hui d'aller les regarder, les comprendre et d'essayer d'aller dans un sens commun entre scientifiques, praticiens, parce que je n'aime pas le mot de thérapeute, je veux dire praticiens, de la médiumnité ou d'autres capacités psychiques et, vibratoires, puisque j'aime beaucoup le mot vibratoire également. Dans le cadre de la cryptozoologie, ce qui est intéressant, c'est, je pense que plus qu'une expérience personnelle, c'est aussi une expérience collective. Parce que finalement, les cryptozoologues ne travaillent pas forcément que pour eux, mais c'est aussi une communauté en fait. Ce sont des gens qui partagent leur expérience justement, qu'ils en parlent aussi à l'extérieur, qu'ils publient dessus. Et finalement, c'est aussi un moyen de réfléchir un petit peu à la société actuelle. Généralement, quand on parle par exemple du Yeti, du Bigfoot, c'est aussi se questionner sur ce qui reste à sauver, sur la nature. Ce n'est pas seulement une question d'anomalie ou de phénomènes étranges, et c'est aussi porteur de réflexion plus profonde. Et donc, c'est quelque chose qui est hautement communautariste, et qui donc est destiné aussi à faire réfléchir les gens et pas seulement soi-même. Une anomalie, pour moi, c'est un clin d'œil. C'est des choses qui arrivent comme ça, mais qui vont interroger nos modèles académiques, nos croyances, nos convictions et ce que l'on connaît de la réalité. Je dirais que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans nos modèles habituels de perception du monde. Donc quelque chose qui détonne, qui détache, voilà, quelque chose qu'on ne s'attend pas à retrouver, qui va faire poser un peu problème, venir nous perturber. Et pour moi, c'est ça une anomalie, quelque chose à laquelle on ne s'attendait pas et qu'on n'explique pas. Et face à laquelle on se retrouve souvent avec de la surprise, parfois de la peur, parfois la capacité de laisser venir. Voilà, je pense que ça dépend des personnes. Pour moi, une anomalie, c'est en fait un vécu subjectif d'une expérience qui vient troubler la compréhension qu'on a du monde et la compréhension qu'on peut avoir de soi. Donc c'est des expériences qui souvent viennent bousculer, viennent interroger et changer la personne dans son rapport au monde, dans son rapport à elle-même, dans sa compréhension de sa vie, en fait, de ce qu'elle vient faire dans sa vie. Je trouve que c'est des expériences qui sont très transformatrices et qui peuvent vraiment enrichir le sujet qui les vit. Donc je trouve que c'est un bel outil pour un psychologue, un bel outil de relation et de compréhension. Je crois que c'est une question qui traverse l'ensemble de la recherche, l'ensemble de la science, et qui l'a fait progresser également. Parce que c'est à partir du moment où on remarque des anomalies, quel que soit le domaine dans lequel le chercheur se situe, qu'on va pouvoir faire des découvertes et remettre en question un petit peu les acquis précédents de la science. Pour moi, une anomalie, c'est de l'inconnu en barre. En fait, c'est quelque chose qu'on voudrait appréhender. On a des observations, on a une sorte de matière empirique un peu factuelle sur laquelle on a des interprétations diverses en concurrence. Et il y a une sorte de gêne, de vulnérabilité, de savoir où ranger, catégoriser cet élément. Et sur cette gêne, on va voir des positionnements dépendamment de la tolérance qu'on va avoir face à l'inconnu, face à l'ambigu. Et j'aime beaucoup voir comment des gens qui ont de l'esprit critique, qui ont parfois des diplômes scientifiques ou simplement une curiosité, vont être capables d'appréhender plus ou moins correctement, adéquatement, en fait, ce domaine qui est toujours à la frontière. L'anomalie qui suscite le plus ma curiosité, ce sont les liens invisibles que je vais voir entre des événements qui, a priori, n'ont rien à voir dans ma vie, ou des personnes, ou des choses, et des liens qui vont se créer comme ça de manière assez spontanée. L'anomalie qui susciterait le plus ma curiosité, ce serait de comprendre comment c'est foutu de l'autre côté. Parce que de l'autre côté du voile, je me pose toujours la question, est-ce qu'il y a vraiment des hiérarchies, est-ce qu'on est encore obligé de bosser? Parce que sinon, moi, je démissionne tout de suite. Alors donc moi je travaille effectivement sur la lucidité terminale comme je l'ai dit.
Alors la lucidité terminale, c'est les regains d'énergie en fin de vie, c'est-à-dire des personnes qui étaient assez lourdement altérées au niveau cognitif. Donc ça peut être de par des troubles neurodégénératifs ou par d'autres pathologies. Moi j'ai beaucoup rencontré de personnes qui étaient souffrantes de cancer ou d'insuffisance pulmonaire, rénale, etc. Donc voilà, des lourds problèmes somatiques qui amènent à ce que les personnes ne soient plus capables de communiquer ou de se localiser temporellement ou spatialement, donc qui sont en grande difficulté et qui, là, tout d'un coup, un petit peu comme un off-on, vont se réveiller, vont revenir. Et c'est quelque chose qui va beaucoup surprendre les familles et les professionnels, parce que en plus c'est quelque chose qui va durer pendant quelques heures, quelques jours, et puis qui après va s'arrêter. Parce que dans le terme de lucidité terminale, on a l'aspect terminal, c'est-à-dire que c'est un regain avant la fin de vie. Donc c'est vraiment sur la période du mourir, et donc c'est souvent à nouveau quelques heures, quelques jours avant le décès, donc on est dans des temporalités très courtes qui surprennent beaucoup et qui ont du coup des effets sur tous ceux qui peuvent observer ça, au-delà de la personne qui traverse cet épisode en lui-même. Alors, les anomalies sur lesquelles je travaille, ma matière première, ce sont des expériences vécues par les gens spontanément, qui vont avoir une télépathie, voir un fantôme, une expérience de mort imminente. J'ai un peu parcouru toutes ces expériences, d'abord par un filtre clinique, c'est-à-dire essayer d'écouter et d'accompagner les personnes qui vivent ça. Et plus récemment, je me suis tourné vers l'induction de ces expériences exceptionnelles, anomales, et on va utiliser des états non ordinaires de conscience, légers, pas invasifs, qu'on peut induire dans un cadre de laboratoire dans des conditions contrôlées. Et on essaie justement de voir ce qui advient. Ça peut être une communication avec les défunts, ça peut être une déformation de la perception du temps, de l'espace, des hallucinations auditives ou visuelles. Et on va pouvoir regarder aussi l'impact que ça va avoir sur le moment, et puis à moyen et à long terme. Donc je m'intéresse du coup à se rapprocher en fait de ces expériences qui circulent dans toutes les cultures depuis la nuit des temps, et on essaie d'en dire un petit peu quelque chose, et aussi de leur potentiel thérapeutique. Qu'est-ce que ça peut faire, en quoi ça peut aider un individu peut-être à aller mieux dans sa vie s'il parvient à intégrer ce type d'expérience. Alors, en termes d'affaires, si je dois prendre une grande affaire où je rêvais d'aller enquêter, malheureusement, là, le contexte fait que c'est très compliqué, c'était l'affaire du col Dyatlov, où on a eu des randonneurs skieurs en Russie qui sont tous décédés dans des causes prétendument mystérieuses. Et en fait, il y a eu des dizaines de rapports d'enquête différents, des dizaines d'explications différentes. Aujourd'hui, on a su expliquer pas mal de choses. Ce serait un mélange de plein d'explications. Mais on n'a toujours pas le fin mot de l'histoire. Et pour moi, c'est un peu l'histoire mystérieuse parfaite qui est on a plein d'angles d'approche, on peut émettre plein d'hypothèses et on n'aura jamais de réponse définitive, tout simplement parce que on n'aura jamais les bonnes infos à reconstituer. Plus on évolue dans le temps, plus c'est compliqué. Ça, pour moi, c'est un peu l'affaire mystérieuse de base, où on peut complètement privilégier les hypothèses les plus rationnelles, je suis d'accord, mais où on a aussi une masse d'événements, de personnages, d'hypothèses différentes, qui fait que voilà, on peut vraiment beaucoup l'interpréter, donc ça fait travailler les neurones. Ça, j'adore, c'est vraiment l'enquête clé. Je me suis éclaté. Franchement, c'est super cool. On rencontre de très belles personnes. Et en fait, ce genre de festival mérite d'être développé pour croiser les connaissances, les compétences et les regards. En fait, moi, je suis travailleur social et j'aime beaucoup, on va dire, le travail d'équipe et des regards pluridisciplinaires. Par exemple, croiser les champs d'expertise entre des psychologues, des universitaires, ça peut être aussi des youtubeurs, ça peut être aussi des chercheurs amateurs, justement pour mieux comprendre ces phénomènes. Dire aussi, c'est important, c'est de débattre, dire pourquoi on est d'accord, pourquoi on n'est pas d'accord, parce que la connaissance, en fait, fonctionne par dissensus, justement. C'est quelque chose de très bien, c'est une très bonne initiative qui a été faite, donc qui a été commencée l'année dernière, un jour, cette année, 2 jours. Ça permet, je trouve, d'ouvrir un petit peu ce champ de recherche, ce champ de possibilités à l'ensemble des gens qui s'y intéressent, parce qu'il y a énormément de gens qui fricotent et qui frisent avec les anomalies. Dans toutes les familles, vous trouvez toujours quelque chose d'un petit peu étrange, qui n'est pas nécessairement une anomalie, mais qui va stimuler l'intérêt des gens pour, allez, on va dire le paranormal au sens global du terme,
qui a toujours fait partie de notre culture, qui fait partie de toutes les cultures de notre planète, tout simplement. Il a juste été un petit peu éradiqué depuis 200-300 ans par le paradigme scientifique, à juste titre, parce que celui-ci a dû se positionner. Mais maintenant, je pense qu'il est temps de cohabiter intelligemment ensemble. Donc le Festival des anomalies permet aujourd'hui d'ouvrir ce champ de recherche, montrer qu'il existe un certain nombre de choses, développer une démarche scientifique comme on tente de le faire, à l'ensemble des gens, et puis après chacun se fait son idée sur la chose. Le Festival des anomalies, je suis ravie qu'il existe parce que c'est une occasion un peu ludique de provoquer la curiosité des gens qui peut-être n'y auraient pas pensé, d'une part, donc de vulgariser quelque chose qui mérite d'être connu, qu'il est nécessaire de faire connaître. C'est la première fois que je participe à ce genre de manifestation où c'est un peu entre le colloque universitaire et le salon un peu justement du paranormal. Donc je trouve ça assez intéressant de pouvoir mêler les deux et d'avoir des conférences grand public, mais avec une approche rigoureuse et aussi des conférences sur l'expérience vécue. Et aussi, j'aime bien le fait que ce festival, il mêle un aspect scientifique, des conférences, et un aspect artistique. Et au-delà de ça, le lieu est quand même assez impressionnant. Donc, j'apprécie. Voilà. Alors, sur le Festival des anomalies, en fait, pour être honnête, je ne connaissais pas ce festival avant d'avoir été invité. Et donc, je pense que par contre, pour avoir fait le tour un petit peu de ce qui se faisait, de ce qui avait été présenté, de voir les différents événements, je trouve ça vraiment très intéressant parce que c'est vraiment un carrefour où on peut avoir accès à tout ce qui se fait dans le domaine justement de l'extraordinaire, de l'expérience extraordinaire. Et plutôt qu'avoir à grappiller à droite, à gauche, où vraiment on se perd un petit peu dans tout ce qui se fait en France, là, ça rassemble pas mal de choses, en fait, pas mal de gens aussi. Et je trouve que c'est une très bonne expérience, une très bonne occasion justement d'avoir accès à la culture de l'extraordinaire en France. Oui, E.T., le film E.T., c'est mon grand chéri. Et c'est un film qui m'a bouleversée. Et je crois que c'est même mon film préféré depuis que je connais, parmi tous les films que je connais. Je suis un peu au carrefour entre la littérature fantastique et justement la littérature de l'imaginaire, mais au sens non fictionnel. Donc moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est plutôt justement tout ce qui tourne autour de la pensée littéraire autour du fantastique. Donc tout ce qui s'est créé depuis Lovecraft, Lord Dunsany, Tolkien, etc., jusqu'à justement ce qu'on trouve aujourd'hui dans la culture pop. Donc quand c'est repris justement dans le jeu vidéo, dans la littérature. Donc j'ai pas tant des choses à recommander que plutôt une espèce de masse de lecture. Par exemple, je recommande forcément de lire tout ce qui se fait en fantastique actuellement. Aussi de pousser un peu plus loin les frontières peut-être. Je connais un peu la chaîne aussi Nura TV qui pas mal présente des choses un petit peu entre les deux, justement entre le fantastique, l'extraordinaire, etc. Un podcast qui s'appelle In Tenebris qui raconte comme ça qui reprend des grandes histoires justement où il est question d'anomalies diverses et variées. Alors, de contenu, l'ouvrage qu'on va sortir avec Renaud Evrard, moi-même et puis Paul Louis Rabeyron, qui a un traité de parapsychologie scientifique, qui est le premier en fait qui regroupe une quinzaine de chercheurs qui sont un peu des spécialistes dans ce domaine. Là, il y aura vraiment 600 pages d'informations très pertinentes sur ce sujet. Après, il existe énormément d'auteurs, comme Dean Radin, pour ne pas le citer, il y en a d'autres. Bon, il y a énormément d'auteurs aux États-Unis, il y en a en France aussi, qui touchent un petit peu tous ces domaines. Donc il suffit de chercher un petit peu et on trouve vraiment énormément de très bons auteurs sur ce sujet. En film, je vous recommande tous les films de Carpenter, inspirés de Lovecraft. C'est vraiment fortéen, Carpenter, c'est génial. C'est l'horreur absolue, mais qui est vraiment très intelligente, que j'aime beaucoup. Là, je pense à un livre que j'avais bien aimé, un livre de science-fiction d'un écrivain chinois qui s'appelle Liu Cixin. Et le titre du livre s'appelle « Boule de foudre ». Et en fait, c'est intéressant parce que c'est ce qu'on appelle de la hard SF, c'est-à-dire que c'est très rigoureux, très scientifique. Et en même temps, dans ce livre, il y a des phénomènes étranges, mais qui ne sont pas du tout abordés de la façon dont on les considère habituellement. Et même si c'est une fiction, en fait, ça donne une espèce de base scientifique, même si elle est fictionnelle, cette base scientifique, à des expériences étranges.
Donc voilà, moi j'avais trouvé ce livre assez impressionnant. En série télé, je vous conseillerais The Leftovers, qui est absolument exceptionnel. Le pitch de base, c'est qu'il y a 2% de la population qui disparaissent d'un seul coup, comme ça, sans explication. Anomalie parfaite. Et on va suivre ceux qui restent. En fait, comment est-ce qu'on vit avec ça? Un phénomène qu'on ne peut absolument pas expliquer, mais avec lequel on doit quand même vivre. C'est bouleversant, je vous le recommande. C'est fait par notamment les personnes qui ont fait Lost, qui est également une très bonne série, mais The Leftovers, c'est plus resserré et je pense que ça pourrait vous plaire. Ah, mon livre, mes livres. Je voudrais bien recommander mes livres. Et à côté de ça, en revue, moi je suis tombé, on va dire, dans le fait qu'on pouvait parler sérieusement d'expériences exceptionnelles avec les travaux de Renaud Evrard. Donc, si vous ne les connaissez pas, évidemment, je vous les recommande. Et ben alors moi, c'est une série qu'on m'a recommandée il n'y a pas longtemps et je vais aller regarder moi-même, donc je partage la recommandation. C'est Dying for Sex, parce que c'est une personne en fin de vie à qui apparemment il va arriver certaines expériences et notamment le fait de profiter des derniers jours de vie. Et donc ça rejoint mes travaux sur la lucidité terminale et où un petit peu cette dernière fenêtre pour encore dire quelque chose, profiter de quelque chose, des personnes qui vont demander un dernier repas, demander à aller dehors, demander à voir leur famille. Et voilà, c'est une série qui a l'air de faire sens à ce niveau-là, qui est assez récente, donc qui ouvre sur le sujet de la fin de vie et comment est-ce que ça se traverse pour la personne qui est concernée. Alors, actuellement, je travaille sur plusieurs livres. Dans les 12 mois qui arrivent, il y a 4 livres auxquels je participe qui vont sortir. C'est souvent des livres collectifs ou des livres où je travaille, j'édite le travail d'autres auteurs que je trouve admirables, que j'aimerais me faire mieux connaître. Et par exemple, il y a un grand manuel de parapsychologie scientifique qui sort en juin, qui est 4 ans de travail pour moi dans un collectif de 16 auteurs. J'ai un autre livre sur les liens entre le paranormal et les mythes, qui va apparaître aussi au mois d'octobre chez Kimé. Et puis on travaille sur un livre de clinique des expériences exceptionnelles, donc des cas cliniques. Et là, je suis ravie d'être entourée finalement de plein de jeunes cliniciens, de doctorants qui ont chacun leur pierre à apporter à l'édifice. Avec plaisir, merci de votre invitation. Merci, super. Avec plaisir. C'est bizarre, hein? Mais tout est bizarre là-dedans.